Il a fallu se lever encore très tôt ce week-end pour suivre la deuxième manche du championnat du monde de Formule 1 et quel grand prix. La course en elle-même n'était pas ultra passionnante, il s'est pas passé beaucoup de choses, même si on a beaucoup de choses à dire, mais l'après-course a été ultra mouvementé avec des disqualifications, vous l'avez vu au titre et à la miniature, les Ferrari n'ont marqué aucun point lors de ce Grand Prix de Chine. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît et à vous abonner si ce n'est pas encore le fait, vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans vous être abonné. Activez bien la cloche et sans plus tarder, il est temps de faire le récap de ce Grand Prix de Chine 2025. Bon, il a fallu se lever tôt encore une fois ce week-end. C'est littéralement le deuxième d'affilée où la course a lieu avant 8 h du matin. Et je vais pas vous mentir, ça commence à être un petit peu difficile au niveau de la fatigue. Heureusement, vous le savez, j'ai la chance d'être sponsorisé par Oli. Et justement, Oli sponsorise cette vidéo. C'est l'occasion pour moi de vous rappeler qu'on a un code de réduction de 10% sur tous les produits de chez Oli Energy. Alors, vous retrouverez des boissons énergisantes, mais vous retrouvez aussi des iced tea, des boissons hydration et aussi les milkshakes qui sont sortis très récemment. L'avantage des boissons énergisantes chez Oli, c'est que vous avez de la New Caf. Si vous n'avez pas un pic d'énergie, cette boisson vous permet de garder votre énergie dans le temps. Pour ce genre de vidéo, par exemple, qu'on sort littéralement le jour même après le Grand Prix, où on dort très peu et les week-ends sont très longs, je vais pas vous mentir que c'est la solution idéale. Vous avez différents types de boosters, comme d'habitude, vous voyez, j'en ai plein dans le décor. Vous avez aussi des petits paquets découverts qui vous permettront de tester les différents goûts et les différents types de boissons. N'hésitez pas à faire un tour sur le site, à faire une première commande et pourquoi pas essayer les produits si vous n'avez jamais testé. Pour ceux qui ont l'habitude de commander, n'oubliez pas du coup le code HYDRO qui vous permettra d'avoir 10% de réduction. Merci encore à eux de sponsoriser cette vidéo et on va passer tout de suite au premier candidat du conseil de classe. Mon premier candidat pour le conseil de classe de ce Grand Prix de Chine, c'est George Russell, que je suis obligé de féliciter. Quel week-end encore de la part du pilote Mercedes. Depuis le départ de Lewis Hamilton, on savait qu'il avait un vrai rôle de leader à endosser et il le fait à merveille. Encore un podium, encore une 3e position à l'arrivée du Grand Prix. Je suis désolé, mais honnêtement, pour l'instant, c'est l'homme fort, à part les McLaren, c'est l'outsider, j'ai envie de dire, de ce championnat. Il était à 2 doigts de faire un braquage et de prendre la pole position déjà samedi pour 80 et quelques millièmes, mais au final, il a fait une très bonne course, très bonne gestion. Il a su gérer sa voiture qui performe quand même plutôt bien et au final, il se retrouve 3e au classement pilote derrière Lando Norris et derrière Max Verstappen. La vraie question, c'est à voir si Ferrari se réveille ou alors si Max Verstappen commence à mieux performer. Est-ce que Russell pourra garder cette position? Mais en tout cas, le début de saison est très solide. La deuxième personne du conseil de classe est cette fois-ci Jack Doohan. Mais là, Jack Doohan, c'est un avertissement parce que je suis un petit peu partagé au final avec le week-end de Doohan. Le Grand Prix en Australie, bon, certes, il y avait eu l'accident, mais le week-end s'était bien passé. Il était dans le rythme de Pierre Gasly, il n'avait pas fait beaucoup d'erreurs. Là, en Chine, ça se passait plutôt bien. Il bat Pierre Gasly, bon, certes, les deux sont éliminés en Q1, mais il se qualifie devant Pierre en qualif. Le problème, c'est la gestion de course et surtout les batailles en piste. Et je pense que Jack Doohan a un gros problème là-dessus. Jack Doohan a pris 2 pénalités en 2 courses consécutives. C'est-à-dire qu'en sprint, il a eu un accrochage dans le dernier tour et a pris 10 secondes de pénalité et 2 points sur sa super licence. Et rebelote en course, suite aux batailles avec Hadjar, il a repris 2 points sur sa super licence et il a repris 10 secondes de pénalité. Pour ce qui était d'Hadjar, clairement, les défenses étaient abusées. Honnêtement, il allait beaucoup trop loin et ça se voyait qu'il y avait du désespoir dans cette bataille. Mais quand même, il va falloir faire attention pour Jack Doohan, qui, on rappelle, est légèrement sur la sellette. Il ne s'agirait pas de non plus se faire une mauvaise réputation et de ruiner les résultats d'Alpine. Et puis, on va finir le conseil de classe par une bonne note. Et alors là, ça, c'était pas du tout prévu. As, oui, As F1 Team. Après le début de saison catastrophique en Australie, et ben As s'est super bien rattrapé en Chine avec une 5e position d'Esteban Ocon. Oui, on a dû refaire le récap parce qu'avant, il était 7e. Oliver Berman, lui, de son côté, termine 8e, ce qui fait que les 2 As sont dans les points. Ce qui me fume de rire, c'est que As a marqué plus de points que Ferrari. Après Kick, c'était en Australie, là c'est As en Chine. Stratégie parfaite pour Esteban Ocon, qui a très bien géré sa course. Il a réussi à bien gérer ses pneus pour terminer en plus devant Antonelli. De son côté, Berman a fait une super remontée avec des super dépassements et une stratégie alternative avec les médiums. Donc franchement, un grand bravo. Reste à voir maintenant si au Japon, As pourra performer de la même façon ou alors c'était juste un cas exceptionnel. Mais en tout cas, j'ai été très agréablement surpris.
Il a fallu se lever tôt du coup pour voir ce Grand Prix de Chine. On va bien se concentrer dans le débrief sur le Grand Prix en lui-même. On parlera un tout petit peu de la sprint quand on parlera de Ferrari. Pour commencer avec ce Grand Prix de Chine 2025, je voudrais parler de Visa Cash App Racing Bulls qui a encore une fois raté une énorme opportunité. Le week-end commençait déjà super bien pour les deux pilotes qui étaient dans le rythme. Ils étaient fréquemment dans le top 10, que ce soit en essai ou en qualif. Isaac Hadjar effectue une super qualification en se mettant P7 devant Antonelli. Yuki Tsunoda, lui, est 9e. Donc les deux voitures partent dans le top 10, qui normalement devrait te permettre d'aller chercher un bon résultat. Malheureusement pour Racing Bulls, il a fallu qu'un seul paramètre de la course vienne bouleverser le résultat, et c'est la stratégie. Je sais pas comment Racing Bulls a fait pour avoir absolument tout faux au niveau de la stratégie et des pit stops. Déjà, sur la première vague d'arrêt au stand, Yuki Tsunoda, mais surtout Isaac Hadjar, ont perdu énormément de positions. L'undercut n'était pas si puissant au final en Chine, la track position était beaucoup plus importante, et avec le trafic, les pneus froids, résultat, Racing Bulls se retrouve à perdre entre 3 et 5 positions dès la première vague d'arrêt au stand. Bon, à ce moment-là, tu te dis, c'est pas l'idéal, il va falloir que les pilotes aillent faire des dépassements et qu'ils remontent pour reprendre leur position. Mais le pire n'est pas là. Racing Bulls s'est fait avoir, j'ai envie de dire, par les simulations de ce Grand Prix de Chine, parce que de base, pour toutes les équipes, les recommandations de Pirelli étaient une stratégie à 2 arrêts. Sauf qu'au final, très peu de pilotes ont fait 2 arrêts durant ce Grand Prix, et Racing Bulls a été la seule équipe à envoyer ces 2 pilotes sur la même stratégie. Grosse erreur, vu que Yuki Tsunoda et Isaac Hadjar ressortent autour de la 15e position, très loin des points, et à partir de ce moment-là, il restait à peu près une quinzaine de tours. C'était quasiment impossible pour les deux pilotes de remonter et espérer marquer des points. Donc c'est dommage parce que la performance était là, le potentiel était là, et quelques mauvaises décisions malheureusement ont tout déréglé. Histoire de couronner le tout, si vous avez vu le Grand Prix, vous avez vu ce qui s'est passé aussi pour Yuki Tsunoda qui, sur une bosse en pleine ligne droite, a vu son aileron avant se casser, voilà, se fissurer. L'aileron s'est détaché en pleine ligne droite. Du côté de Isaac Hadjar, en repartant aussi loin, le pauvre, il est tombé sur Jack Doohan, et j'en ai parlé dans le conseil de classe. Les défenses de Doohan étaient clairement too much, on va dire, trop agressives, et du coup Isaac Hadjar n'a même pas réussi à passer le pilote Alpine, du coup terminant très loin des points. Avec toutes les pénalités qui sont tombées, c'est dommage parce qu'au final Isaac Hadjar termine à la porte des points. Donc comme quoi, il aurait fallu que une des décisions sur la stratégie soit un tout petit peu meilleure, et pourquoi pas Hadjar aurait pu marquer ses premiers points aujourd'hui en Chine. Au-delà de ça, moi il y a un vrai truc qui m'inquiète, c'est que j'ai l'impression que Racing Bulls est aujourd'hui la meilleure voiture du midfield. C'est la seule équipe, peut-être avec Williams en vrai, à avoir confirmé sur le Grand Prix d'Australie et le Grand Prix de Chine. Et c'est la seule voiture qui n'arrive pas à concrétiser réellement ce potentiel. Il faut absolument que dans les prochains Grands Prix, Racing Bulls arrive à marquer des points et arrive à finir le bon travail qui est entamé en séance d'essai et en qualification. Une fois que ce sera le cas, je pense qu'on va très fréquemment voir Isaac Hadjar et Yuki Tsunoda dans les points. Et en ce qui concerne Yuki Tsunoda, vous allez voir que potentiellement, il va y avoir une autre raison pour essayer de le motiver un petit peu plus dans les prochaines semaines. Durant le week-end du Grand Prix de Chine, on a eu le droit à quelques rumeurs autour de Yuki Tsunoda et de son avenir durant la saison 2025. Et ces rumeurs semblent se confirmer. Elles concernent Yuki Tsunoda, mais surtout Liam Lawson. Si vous avez suivi ce début de saison, malheureusement, ça se passe très mal pour Liam Lawson. Il avait effectué 11 Grands Prix entre 2023 et 2024 et tout s'était bien passé avec Racing Bulls, sauf que là, depuis le début de la saison, Lawson est en grande difficulté. En Australie, il se qualifie 18e et éliminé en Q1 avant d'abandonner lors d'un accident pendant le Grand Prix. Lors du Grand Prix de Chine, il se qualifie 2 fois 20e en sprint et en course longue. Il remonte quand même à la 14e position en sprint, certes, mais avec des dépassements ultra agressifs et de temps en temps un petit peu incontrôlé. En ce qui concerne le Grand Prix, la course de Liam Lawson a été encore une fois catastrophique. Comme en Australie, il s'est battu dans les 3 dernières positions durant toute la course. Il a détruit ses pneus médiums, littéralement. La stratégie l'a pas vraiment aidé. Il n'y a pas eu un seul moment d'espoir dans la course de Liam Lawson où on s'est dit « Ah tiens, le rythme, peut-être que là, ça pourrait le faire » ou « Ah tiens, un dépassement ou des manœuvres qui pourraient te laisser croire qu'il gagne un petit peu en performance. » Alors vous allez me dire « Ouais, mais Hydro, c'est le 2e Grand Prix de la saison. Franchement, faut lui laisser du temps, il est jeune, il arrive dans une écurie en plus qui est en difficulté avec une voiture qui n'est pas aussi bonne qu'elle l'était par le passé. C'est vrai, mais d'un autre côté, il prend quand même en moyenne par tour durant le Grand Prix 7 dixièmes par Verstappen. Est-ce que vous vous rendez compte quand même par tour, en moyenne, 7 dixièmes ce que ça donne sur un coéquipier? Une chose est sûre, les dirigeants de chez Red Bull, eux, l'ont bien remarqué le problème. Ça a été la première chose qu'on a entendue ce week-end, les critiques sur les performances de Liam Lawson. Helmut Marko a été très clair, il n'avait pas forcément beaucoup de temps pour relever le niveau et Liam Lawson
Lawson le sait. Ah, le discours, il a totalement changé hein, depuis le début de saison. Liam Lawson sait qu'il est sous pression et que son avenir est en danger. Et ce week-end, on a eu justement ces rumeurs comme quoi Yuki Tsunoda pourrait remplacer Liam Lawson à partir du Grand Prix du Japon dans 2 semaines. Ça peut paraître fou, forcément. La question a été posée à Yuki Tsunoda, qui lui a dit qu'il était prêt à 100% pour monter dans la Red Bull parce que, je cite, c'est une voiture plus rapide. En gros, avec la Red Bull, je ferai des meilleurs résultats. Et de l'autre côté, on a eu une déclaration de Max Verstappen que j'arrive pas vraiment à interpréter. Max Verstappen a dit que avec la Racing Bulls, Liam Lawson ferait de meilleurs résultats. D'un côté, je me dis, c'est un peu en mode, la Red Bull est si difficile à conduire que c'est pas de sa faute. D'un autre, je me dis, la voiture est peut-être trop dure pour lui, donc renvoyez-le plus bas. Je sais pas comment l'interpréter, vous me direz dans les commentaires. Une chose est sûre, un rendez-vous aura lieu cette semaine à Milton Keynes pour évoquer justement la situation de Liam Lawson et le début de saison de Red Bull pour trouver des solutions. Donc à mon avis, on aura des nouvelles d'ici la semaine prochaine, on en saura peut-être un petit peu plus. Personnellement, je trouve que d'un côté, c'est seulement la 2e course, il faudrait laisser du temps à Liam Lawson pour s'habituer à la voiture et comprendre ce qui ne va pas. Mais d'un autre côté, je me dis que cette situation perdure, si cette situation ne change pas dans les prochaines semaines, bah au final, ce serait peut-être une bonne idée de le retirer de cet environnement afin de ne pas le détruire, de le replacer chez Racing Bulls où ça se passait très très bien et pourquoi pas espérer que Yuki Tsunoda fasse beaucoup mieux aux côtés de Max Verstappen. Bon, on va parler du sujet principal de cette vidéo, la Scuderia Ferrari, mon équipe de cœur qui me brise le cœur littéralement en ce début de saison. Pour vous expliquer, j'avais préparé cette vidéo avant la disqualification de Charles Leclerc et de Lewis Hamilton. Le sujet était déjà assez dramatique. J'étais déjà dans la critique et j'étais déjà dans l'aberration, j'ai envie de dire. Là, je sais pas quoi vous dire. Honnêtement, c'est déprimant. Les 2 Ferrari ont donc été disqualifiés pour 2 raisons différentes. En plus, Charles Leclerc avait une voiture beaucoup trop légère. Elle ne respectait pas le poids minimum imposé par la FIA. Et du côté de Lewis Hamilton, c'est la planche en bois sous la voiture qui a été trop usée et donc du coup elle était trop fine. Résultat, 2 voitures, 2 scénarios différents mais surtout 2 disqualifications et donc 0 points sur un week-end qui était déjà pas formidable. Alors on va remettre un petit peu de contexte quand même sur ce Grand Prix pour voir à quel point c'est dramatique et il n'y a pas que du négatif. On a quand même eu la première pole position et victoire de Lewis Hamilton sur le format sprint. J'ai eu de l'espoir à ce moment-là, je me suis dit ok, Lewis Hamilton a peut-être trouvé un truc sur sa voiture, il a réussi à tenir Max Verstappen, il a réussi à tenir Oscar Piastri et à remporter, on va dire entre guillemets, sa première course du coup en Chine. À ce moment-là, tout le monde était heureux et tout le monde était confiant pour la suite du week-end. Eh bien non, malheureusement, Ferrari a décidé de faire des modifications de réglage entre la sprint et la qualification. Ces modifications de réglage, elles visaient à améliorer la dégradation des pneus parce que oui, en sprint, il y avait une grosse dégradation avec le nouvel asphalte et Ferrari a pris la mauvaise direction au niveau de son réglage. Alors ça pourrait s'expliquer par le fait que la voiture de cette année est neuve à 99% et que Ferrari peut-être ne contrôle pas ou ne comprend pas encore la globalité de sa voiture. Mais du coup, la décision, bah, elle est dommage parce que l'objectif du réglage, c'était de réduire l'usure des pneus, quitte à perdre un petit peu de rythme, ce qui a été le cas du coup. Mais en course, bah, ça s'est pas forcément mieux passé encore une fois. Dès le premier virage, les 2 Ferrari ont réussi à passer Max Verstappen. Donc à ce moment-là, c'était plutôt positif. Et puis un virage plus loin, Charles Leclerc s'est raté et est venu toucher Lewis Hamilton, cassant la partie avant gauche de son aileron. Résultat, bah, Charles Leclerc forcément a perdu entre 20 et 30% de points aéro, donc ce qui est énorme sur une Formule 1. Et bah forcément, ça a entaché son rythme durant tout le Grand Prix. Parce que oui, on n'a pas changé l'aileron de Charles Leclerc. De l'autre côté, Lewis Hamilton faisait un bon début de Grand Prix sur un bon premier relais avec des pneus médiums, mais une fois les pneus hard montés sur la voiture 44, bah là, c'était un désastre. C'était catastrophique. Lewis Hamilton était méconnaissable. Lewis Hamilton a même lui-même proposé à Ferrari que Charles Leclerc passe devant afin qu'il puisse l'emmener et que Lewis Hamilton puisse utiliser le DRS sur Charles pour trouver du rythme. On est quand même dans une situation où le pilote avec la voiture cassée allait plus vite que le pilote avec la voiture entre guillemets neuve. Le pire dans tout ça, c'est que après 1 ou 2 tours d'hésitation, Lewis Hamilton a bien laissé passer Charles Leclerc comme il l'avait proposé lui-même, qu'on n'oublie pas que ce soit une proposition de Lewis Hamilton. Et une fois que le changement a été fait, Leclerc a déposé Lewis Hamilton. Charles Leclerc s'est très rapidement rapproché de George Russell, quitte à avoir le DRS, puis au fur et à mesure, George Russell a réussi à sortir de cette zone de DRS et puis s'est envolé devant. J'ai l'impression de répéter le récap du Grand Prix d'Australie, mais il y a eu un autre problème, c'était du coup la stratégie cette fois-ci. Il y a eu beaucoup d'hésitation entre le plan A et le plan C du côté de Charles Leclerc. Il y avait une stratégie à 1 arrêt et à 2 arrêts. J'ai l'impression que dans la panique, on a un petit peu
changer de plan au dernier moment du côté de chez Ferrari parce que la dégradation de Leclerc était monstrueuse en fin de course. Honnêtement, je pense qu'elle était inattendue. Et de l'autre côté, alors c'est un point positif parce qu'on a quand même séparé les stratégies au cas où, mais de l'autre côté, on a mis Lewis Hamilton sur une stratégie à 2 arrêts et là non plus, ça n'a pas fonctionné. Lewis Hamilton avait comme objectif de rouler en 34.7 afin de rattraper Max Verstappen et Charles Leclerc sur les derniers tours du Grand Prix, sauf que son rythme maximum avec ses pneus hard, c'était 35.5, soit 7-8 dixièmes en dessous de l'objectif. Résultat, Ferrari terminait 5 et 6, comme leur position de départ, au final, derrière Verstappen, derrière Russell, derrière les McLaren. Et puis est venue cette disqualification qui, du coup, supprime absolument tous les points marqués durant le Grand Prix dimanche. Je vais pas vous mentir que j'ai pas beaucoup d'espoir pour le Japon, parce que je pense qu'actuellement, Ferrari est encore en train de se chercher. J'ai l'impression que Ferrari, actuellement, n'est pas dans une position saine. Même dans les radios, on l'entend. Alors, Hamilton a été très clair, ça sert à rien de suranalyser tout ce qui se passe dans les radios de Ferrari, mais j'ai l'impression, en fait, qu'il y a encore beaucoup de points d'amélioration qui ont besoin d'être réglés avant même d'espérer faire des podiums et de gagner des courses. Donc on verra ce que ça va donner pour Ferrari. Je vous le dis honnêtement, je suis abattu. Et là, franchement, d'avoir sacrifié autant d'heures de sommeil ce week-end pour voir les deux Ferrari se faire disqualifier, c'était pas sur mon bingo et j'espère sincèrement qu'au Japon, Ferrari va enfin réussir à marquer des gros points. Pour finir ce récap, on va parler forcément du vainqueur et de son équipe, Oscar Piastri et McLaren. Doublé pour les McLaren ce week-end en Chine. Ça aurait dû être le cas en Australie aussi, mais c'était le premier de la saison. Il y a eu une petite frayeur quand même en sprint pour les McLaren parce que Piastri partait 2e derrière Lewis Hamilton. Lando partait 6e un petit peu plus loin suite à une erreur dans son dernier tour qualif. À ça, vous rajoutez un blocage de roue dans le premier tour de la sprint qui a propulsé Lando P9. Il a réussi quand même à remonter P8, mais il marque que un seul point sur la course sprint. Heureusement, totalement à l'inverse de Ferrari, McLaren a su rebondir à partir de la qualification. Première pole position pour Oscar Piastri, première victoire de la saison pour Oscar Piastri, premier doublé du coup pour McLaren. Lando Norris était parti 3e lors de ce Grand Prix, mais dès le départ, il a réussi à passer sur George Russell avec un très beau dépassement par l'extérieur au premier tour. Et puis après, les McLaren étaient dans une gestion absolue. Vraiment, il n'y avait pas de correction, il n'y avait pas de surattaque, il n'y avait pas de panique dans le clan McLaren. Oscar Piastri a géré cette course de A à Z en maîtrisant son rythme, en maîtrisant sa dégradation. Il a réussi à faire un seul arrêt au stand, tout comme son coéquipier et George Russell. La seule panique, elle est venue en fin de course du côté de Lando Norris qui avait un problème au niveau de sa pédale de frein. La pédale commençait à aller jusqu'au plancher, on appelle ça avoir la pédale longue au niveau du frein. Ça a été une situation très critique parce qu'au fur et à mesure, tour après tour, la pédale continuait de se détériorer jusqu'au dernier tour où Lando Norris a perdu 4 secondes sur George Russell. Donc c'est vrai que dans les derniers tours, les fans de McLaren, ils étaient pas très sereins. Mais peu importe, j'ai envie de dire, le résultat est là. Oscar Piastri remporte sa première course de la saison. Deuxième victoire de McLaren en 2025 qui confirme clairement sa puissance et son rythme en course. Au niveau du classement pilote, ça permet à Lando Norris du coup de rester en tête du championnat devant Max Verstappen, mine de rien, avec sa Red Bull. George Russell est 3e et Oscar Piastri 4e. À noter quand même les premiers points de Carlos Sainz aussi dans ce Grand Prix de Chine. Alors certes, grâce aux disqualifications, mais c'est quand même ses premiers points chez Williams et je pense que ça mérite d'être mentionné. La vraie question maintenant, ça va être le développement. Est-ce que McLaren va réussir à garder son avantage quand Red Bull, Mercedes ou même Ferrari va ramener des améliorations en piste? Est-ce que McLaren va pouvoir tenir les avant-postes durant toute la saison? Ça, il va falloir être patient et il faut être abonné et avoir activé la cloche pour avoir la réponse dans les prochains mois. Avant de passer au Hydro Prono, je vais vous envoyer comme d'habitude la question du jour à laquelle vous pouvez répondre dans les commentaires. J'ai kiffé du coup la semaine dernière passer du temps dans l'espace commentaires à vous répondre. C'est trop cool. Ma question aujourd'hui, elle est très simple. Est-ce qu'Oscar Piastri est prêt à affronter Lando Norris pour un titre de champion du monde? Est-ce que Oscar a les épaules, a toutes les armes pour essayer de jouer le titre cette année? Je vous laisse me dire en commentaire. Je prendrai le temps d'ici demain de répondre à un maximum de vos arguments et de débattre avec vous. N'hésitez pas, je suis très curieux et moi j'ai ma petite idée. Ah là, le Hydro Prono. C'était déjà pas terrible l'année dernière quand j'en faisais, mais alors là, cette année, j'arrive toujours pas à avoir les bons résultats. J'avais prédit, on rappelle, uniquement pour le format course et pas le format sprint. J'avais prédit une pole position de Lando Norris, suivi de la victoire de Lando et un doublé de McLaren, et Max Verstappen en 3e position. Bah, j'ai eu faux. J'ai eu totalement faux. Le seul point où j'ai eu juste, c'est que McLaren a marqué le plus de points d'un point de vue constructeur. Mais sinon, c'est Oscar Piastri qui a pris la pole et qui a gagné. Lando, du coup, a terminé 2e. J'ai inversé les deux McLaren. Et c'est Russell qui a fini 3e, non pas Max Verstappen. Il y a eu 2-3 personnes dans les commentaires lors du premier récap qui ont réussi à trouver le bon trio ou même qui ont réussi à trouver le constructeur qui allait marquer le plus de points. Félicitations à vous, les gars. Et pour le Grand Prix du Japon, j'ai décidé de prendre un petit peu plus de risques. J'ai décidé de me mouiller et je me dis peut-être que ça va payer cette fois.
fois. En pole position, je vais remettre Lando Norris. Cette fois-ci, je pense que Norris va reprendre les rênes un petit peu de l'équipe et je vois bien Norris prendre la pole. Ça, pour le coup, c'est pas très risqué, oui, je sais. En victoire, je vais mettre Oscar Piastri. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de croire en Oscar Piastri et de me dire que là, la machine est lancée et que Oscar peut gagner une deuxième course d'affilée back-to-back et devant George Russell. Vous allez me dire, ah, je déteste Lando Norris. Pas du tout, c'est pas du tout le cas. Je vois Lando Norris 3e. Me demandez pas comment ni pourquoi, mais je pense que Mercedes, et je vois pas Antonelli le faire, mais je vois Mercedes être très performant au Grand Prix du Japon à Suzuka. Donc je mettrais bien Russell en 2e position qui pourrait remonter du coup au championnat pilote. N'hésitez pas comme d'habitude avec le hashtag HydroProno dans les commentaires. N'hésitez pas à nous faire votre top 3, votre poleman. Et en ce qui s'agit du constructeur, je pense que McLaren, encore une fois, prendra le plus de points lors du Grand Prix du Japon. Je compte sur vous pour faire vos pronos dans les commentaires. On verra lors du prochain récap dans 2 semaines au Japon si certains d'entre vous ont été bons et ont réussi à avoir tout juste. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a été un petit peu plus longue à tourner. Enfin, pas forcément plus longue, mais elle a mis plus de temps. Il a fallu attendre en tout cas les résultats finaux. Comme d'habitude, dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner votre avis sur la course. L'objectif des récaps, c'est vraiment d'échanger et d'avoir votre avis, d'avoir votre vision justement sur le Grand Prix. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois, à mettre un petit pouce bleu et à partager cette vidéo. Nous, on se retrouve dès vendredi pour la prochaine vidéo avec la Cool Room de Loïc Duval, disponible vendredi à 18 h sur ma chaîne YouTube. En attendant, passez tous une très bonne semaine. Faites attention à vous, portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao, ciao.